Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Je suis avec une Lilloise. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. On va voir si t'as l'accent. En fait, pas trop, j'ai pas entendu l'accent moi. J'ai beaucoup essayé de le perdre quand je suis arrivée à Paris pour mes études parce que c'est pas super classe. Ouais, bon, c'est ce qu'on dit, mais bon. Non, ouais, tu trouves pas ça classe? Non, surtout que j'ai habité aussi à Dunkerque, donc si tu veux... Là, ouais, je vois, d'accord. Bon, Hélène Lamont est avec moi aujourd'hui, CGP, chef d'entreprise, on peut dire ça aussi. Dirigeante. Alors, on va voir, puisque tu fais partie du réseau UFF. Vous êtes 3 à être venus à mon micro et j'en suis pas peu fière parce que je trouve que c'est une belle boîte avec des belles valeurs qui m'a toujours d'ailleurs fait des très jolis retours après vos passages et des remerciements et en toute d'ailleurs franchise. C'était même pas... Enfin voilà, parce que moi, on parle pas vraiment du UFF, on parle plutôt de vous, de votre parcours. Mais j'ai trouvé que il vous laisse quand même une certaine liberté de parole, de ton. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Ils m'ont pas emmerdé avec faut pas poser ces questions, si, ça. Donc, c'est plutôt sympa. Hélène, je ne vais pas te demander ton âge, mais on va juste revenir un petit peu sur ton parcours, ton enfance. Alors, toi, tu es issue un peu... alors, tu m'as dit un mot très fort, tu m'as dit que tu haïssais le système du fonctionnariat. On va comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ton père, peut-être ta mère aussi, je ne sais pas, mais... Les deux. Militaire, quoi. Alors, mon père militaire, ma mère fonctionnaire également, mais du côté des profs. Ouais. Donc, vraiment, bon état d'esprit de fonctionnariat. Ouais, de droite à mort, quoi. Exact. Et c'est vrai que voilà, quand on est élevé dans ce climat-là, alors bien sûr, grands-parents, arrière-grands-parents, toute la génération, tout le monde militaire, voilà. Alors j'aime beaucoup l'armée, je suis une fille de militaire, je le reconnais tout à fait, mais c'est vrai que pour la partie professionnelle, je voulais vraiment aller sur autre chose, pas me sentir encadrée, étouffée dans un train-train. Voilà, c'était ça quand on me parlait de mon projet professionnel. Je disais ça et gagner de l'argent. Et c'était pas maudit, ça, le mot ? Ma mère ne supportait pas. Elle me l'a redit l'année dernière. Elle me dit, parce que mes filles sont en âge effectivement de commencer à se poser des questions sur ce qu'elles veulent faire. Bien sûr, c'est difficile de savoir. Et ma mère m'a dit, mais toi, tu ne voulais qu'un truc, sortir du carcan et gagner de l'argent. C'est fou. Ah ouais, donc, mais alors j'ai envie de te dire, c'était en rébellion par rapport à ce que tu vivais ou c'est parce qu'il y a une personnalité qui a eu un impact sur toi ou un film ou un livre Non, c'était plus en rébellion par rapport à tes parents familial, mes parents que j'adore. Mais t'aurais pu être en rébellion sur un autre aspect. Non, c'était ça qui m'importait. Je trouvais que la réussite, elle passait aussi par le fait de pouvoir s'épanouir, de ne pas être dans un carcan, de pouvoir effectivement avoir beaucoup de liberté sur des projets, de pouvoir innover, de pouvoir y aller, et pas de respecter que des règles absolument. Ok. Alors, j'ai envie de te dire, t'es née où à Lille ? À Lille. Ah, ok. Très, très belle... Est-ce qu'on dit mégapole ? Parce que de ce que j'ai entendu, Lille est carrément une des régions les plus peuplées, les plus attractives, les plus productives économiquement, avec une accessibilité aussi à des régions par rapport à ces situations géographiques. C'est un carrefour en fait. Oui. Moi, je connais pas bien Lille, je connais bien Péronne, mais bon, c'est pas totalement à côté. Mais je sais que j'ai déjà été à Lille et j'ai adoré. Il y a une ça bouillonne, il y a une vraie effervescence. Donc, qu'est-ce que toi, tu retiens de ta région en termes d'activité culturelle, économique, éducation financière aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a marqué très jeune ? Et est-ce qu'à 16-17 ans, tu t'étais déjà dit... Est-ce que déjà, le métier de CGP, je pense qu'on est à peu près de la même génération, c'était pas très clair dans ta tête. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Alors, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire et comme tu as été très, très sympathique, tu n'as pas donné mon âge, mais effectivement, quand j'avais 16-17 ans, Lille et la région nord, puisque j'ai aussi fait Dunkerque, Valenciennes, donc j'ai beaucoup déménagé vu que mon père était militaire dans le nord. Ok. La région n'était pas aussi attractive à l'époque et on était encore dans l'idée de se dire... Minière, région minière, ancienne mentalité, l'industrie, quoi, c'est ça ? Exactement. Okay. Et donc, il fallait encore monter à la capitale pour aller faire
faire ses études, trouver un travail. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est vraiment une région qui s'est hyper développée d'un point de vue économique, hyper attractive. Tu le disais, la situation géographique a toujours été la même, bien évidemment. Absolument. Mais aujourd'hui, avec les transports, le TGV français... Puis ça se redynamise. Puis même d'un point de vue immobilier, Lille est une ville dans laquelle investir, quoi. Tout à fait, dans laquelle investir et qui a été aussi très très bien refaite. Hein. Quand on voit effectivement la Grand Place et tout ce qui s'est fait dans le Vieux-Lille, je peux te dire qu'il y a 40 ans, c'était pas du tout comme ça. Tu parles des infrastructures, là. Exactement, et il faut voir que certaines villes qui sont en transformation, parce que Lille l'a fait très tôt, hein, certaines villes qui sont en transformation, où beaucoup de gens peuvent se plaindre des travaux, ont du mal à voir la perspective de ce que ça va donner, eh bien il faut aller sur Lille, parce qu'effectivement, voilà, quand on se balade dans Lille, on voit tout le travail qui a été fait pour garder ce côté très historique de la ville, mais qui est très très beau aujourd'hui, mais qui a aussi beaucoup d'infrastructures, et voilà, qui est très accueillante, et puis en plus... Voilà, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui avec le film Bienvenue chez les Ch'tis, mais les Ch'tis ont cette particularité d'accueil. Et c'est une ville aussi très cosmopolite pour ça, parce que du coup, elle accueille en fait toutes les régions de France, et les gens ne veulent plus partir, quoi. En gros, ce que tu dis, c'est que la richesse économique, d'abord, c'est l'hospitalité, le côté hôtelier, c'est ça ? Exactement. Première force économique de Lille. Est-ce que tu as, à ta connaissance, des entreprises connues, cotées, là-bas, qui se sont implantées ou une région, tu vois, par exemple, dans le sud, Sophia Antipolis, est-ce qu'à Lille, il y a un Sophia aussi ? Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même Auchan, de base. Ouais, hein, ok. Siège historique d'Auchan. Oui, voilà, avec la famille Mullier qui a quand même beaucoup porté aussi la région. Comme Nantes, il y a les biscuiteries, donc voilà, donc ça c'est très important. Ok, c'était important de parler de cette région. Alors moi je connais un tout petit peu parce qu'avec le réseau IAD, on a fait un focus et je présente des émissions sur BFM qui parlent de Lille. Et personnellement, parce que c'est une ville qui m'a beaucoup plu et qui est pas du tout la caricature qu'on peut en faire, et pourtant je suis corse, tu vois, donc je me suis sentie en effet, t'as raison, très à l'aise, mais comme Strasbourg aussi, tu vois, des villes comme ça qui te marquent. Du coup t'as fait une école de commerce avec option GP. Donc alors, tu me parles de ton âge, mais excuse-moi, si déjà t'avais option GP, c'est que bon, c'est pas si loin non plus, quoi, tu vois. Pourquoi? Donc, j'ai compris, ta volonté de faire un métier dans lequel tu t'éclates, tu gagnes ta vie avec cette mentalité un peu capitaliste, révolutionnaire. Mais il y avait quoi ? Il y avait chez toi une appétence au conseil, il y avait une volonté d'avoir un contact client. C'est quoi qui t'a orienté vers la GP ? Ce qui m'a orienté, c'est l'écoute. En fait, c'est d'écouter les gens, puisqu'en fait, le grand rôle du CGP, c'est déjà d'écouter et de bien comprendre les situations qui sont toutes différentes. Et on le dit, le silence est d'or et la parole est d'argent. Et c'est vrai que la plus grande qualité d'un CGP, à un moment donné, c'est d'écouter. D'accord ? D'écouter son client, d'écouter les problématiques familiales, qui ne sont pas que financières, qui sont d'ailleurs souvent pas du tout financières, mais bien plus diversifiées, puisque le CGP va être vraiment au cœur de la famille. Ça va être le chef d'orchestre qui va permettre effectivement d'anticiper les problématiques. C'est ça, c'est souvent on fait appel à un CGP quand il y a déjà des problèmes. Or, il faut vraiment faire appel à un CGP pour anticiper les problématiques, notamment de transmission, notamment les problématiques fiscales ou autres. Et malheureusement, on le sait, il y a beaucoup de problèmes de famille, toujours liés à l'argent, mais si c'est anticipé, il n'y a plus de problème. Et ça, c'est vrai que c'était très, très important pour moi. Et après, j'avais la volonté vraiment de transmettre aussi ça. Donc, je voulais assez rapidement faire du management pour donner aussi à ce métier qui n'avait pas une couverture si importante à l'époque, il y a 30 ans, et pouvoir justement recruter d'autres personnes, leur expliquer ce que c'était que ce métier. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus connu. Et encore, mais il y a 30 ans, ça ne l'était pas.
Et leur dire, voilà, c'est un métier qui est accessible, il faut travailler, il faut faire des études, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais la première des qualités qu'il faut avoir, c'est des qualités humaines, puisqu'on est face aux clients, il faut les écouter, il faut comprendre, il faut poser des questions pour après définir la bonne stratégie. Tu parles de difficultés à transmettre, difficultés qu'on peut rencontrer, ça m'interpelle. Je me dis, est-ce que tu as eu, toi, dans ton cadre familial, amical, quelque chose qui t'a marqué, où tu as vu tes parents, tes grands-parents, un oncle, une tante, des amis, avoir un souci par rapport à son patrimoine ou avoir une histoire familiale complexe ? Alors j'ai eu les 2 cas, c'est-à-dire un cas où ça s'est très bien passé du côté de ma mère parce qu'elle était fille unique, c'est très facile, et elle avait des parents qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais qui avaient toujours mis de l'argent de côté, un petit peu, et moi je me souviens, mon grand-père, excuse-moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je le dis. Non mais je comprends, t'inquiète pas, moi c'est pareil, ça m'arrive. Il m'a donné mon livret A à 18 ans, tu vois, pour me payer mes études et tout. Et moi, j'ai trouvé, ils n'avaient pas d'argent. Ouais, donc c'était extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Je comprends. Ce que tu veux dire, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être aussi une façon de rendre hommage à ce premier, comment dire, à ce premier pas de ta vocation. Exactement. Il t'a donné les clés de ton avenir, quoi. Exactement. C'est joli comme symbolique. Une école de commerce, c'est très cher. Alors tu fais des crédits, tu fais des machins, mais tu vois, ton grand-père qui toute sa vie a économisé comme ça, il te donne le petit carnet rouge. Ouais, puis à l'époque, c'était tangible. Tu vois, c'est quelque chose que tu reçois et tu te dis, c'est comme une pièce en or, un louis d'or et tout ça, ou un lingot d'or. Ok. Non, excuse-moi, je voulais pas te faire pleurer, mais j'ai ressenti dans ce que tu m'as dit quelque chose de personnel, en fait. Voilà, j'avais. Mais tu sais que vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule. Vous êtes tous en train de me raconter vos histoires qui me touchent à chaque fois. Je ne sais pas si tu connais la mienne aussi, je fais pas ce podcast par hasard. Et en fait, c'est chouette parce que du coup, ça humanise aussi la profession. Ça fait qu'un client, un investisseur particulier ou chef d'entreprise qui écoute le podcast, aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 écoutes. Je vous en remercie. Ça veut dire qu'il n'y a pas 30 000 CGP. Vous êtes 5 400, enfin 5 000 sociétés de gestion en France. Donc forcément, aujourd'hui, les investisseurs écoutent aussi pour choisir leur CGP, pour choisir la personne qui va les accompagner. Et ton histoire, elle va forcément parler, toucher des personnes qui ont vécu comme toi. Donc, cette transmission, en fait. Et c'est ça qui est joli. Alors, tu m'as confié aussi avoir fait ton premier stage par hasard. Et peut-être qu'on me voit à l'écran faire des petits signes de main, mais j'adore cette phrase. J'ai trouvé ça très, très mignon. Et tu m'as dit, c'est toujours sur des instants de hasard que l'on fait des carrières. Qu'est-ce que tu as voulu me dire là ? En fait, c'est assez difficile de savoir comment, où on va faire son stage. Tout le monde a l'impression que c'est simple, mais... Déjà, tu fais quelle école ? Tu fais une école de commerce Je fais une école de commerce à Paris. À Lille, à Paris. Ok. Voilà. Donc, c'est toi qui décides de venir ou t'as postulé que sur des écoles ? Il n'y avait pas Parcoursup à l'époque ? Non, j'ai postulé que sur des écoles qui étaient loin de chez moi. Rébellion. Mais tu sais que tu me fais penser à Rebelle. Tu l'as vu, t'as des filles, donc t'as forcément vu Rebelle. Moi, j'adore, c'est mon dessin animé préféré. Donc effectivement, j'ai postulé qu'à des écoles qui étaient loin de chez moi, loin de chez mes parents, pour partir, justement, couper le cordon. J'espère que tes parents vont pas écouter le podcast. Ils le savent, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Ok. Donc après une prépa HEC, une école en 3 ans, sur la dernière année, effectivement, avec un stage pour se mettre dans le monde du travail. Donc un copain revient et me dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé mon stage ». Alors il m'explique cabinet de gestion de patrimoine. Je lui dis « Écoute, super, ça correspond à notre option. Tu vas faire quoi ?» Écoute, j'ai pas bien compris, mais je dis « Donne-moi le numéro de téléphone, je vais appeler, on va voir. » Donc j'appelle et puis la personne me dit « Non, mais c'est bon, j'ai tout le monde, j'ai plus besoin. » Je dis « Si, vous avez besoin de moi. » Et j'ai raccroché, je dis « J'arrive. » Et c'est pour ça que tu dis par hasard, quoi. Oui. Parce qu'en gros, c'est un contact et une discussion qui t'amène à... Je pense qu'il faut savoir pousser des portes. Ah ouais, mais moi je suis comme toi, je suis audacieuse à mort. Et c'est pas un gros mot d'être audacieux, quoi. Exactement. Je trouve qu'aujourd'hui, on est
les générations, peut-être, sont un peu trop en dedans. Moi, je crois qu'avec beaucoup de politesse, il faut savoir dire bonjour, sourire, etc. Mais il faut savoir pousser des portes. Moi, j'ai fait du démarchage. J'ai appelé des gens toute la journée pour leur demander, effectivement, s'ils avaient des besoins, justement, en gestion de patrimoine, parce qu'au départ, c'est ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas de réseau relationnel, on n'a pas de carnet d'adresses, on est jeune, donc on ne nous fait pas confiance, parce qu'on n'a pas d'expérience, donc il faut forcément pousser la porte. Ok. Et ça, c'est T'as important. pas eu le syndrome de l'imposteur, toi? Non, parce Non. qu'en fait, j'ai été démarcher une catégorie de personnes qui étaient des directeurs commerciaux et dont je me suis dit, ils ont démarré comme moi. Ils ont dû démarrer en devant pousser des portes, donc ils vont reconnaître aussi la jeunesse et le fait que, voilà, il faut démarrer comme ça. Et donc, normalement, ils vont vouloir m'aider. Ok. Voilà. Donc, soit moi, je vais les aider parce qu'effectivement, ils ont un besoin financier, soit eux vont vouloir m'aider en me présentant d'autres personnes. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, ton stage, tu l'as fait où, du coup? Dans un cabinet de gestion de patrimoine à Paris, dans le 9e. Ok. Qu'est-ce que tu as appris là-bas, essentiellement, comme allocation? J'ai appris à faire du téléphone. C'est un gros mot, je sais, aujourd'hui. Non, c'est formateur. Voilà. Ouais. Mais j'ai appris à me prospecter, déplacer, quoi. Ouais. Voilà, à savoir aussi écouter le non. Voilà, les gens n'ont pas envie, c'est bien. Mais aujourd'hui, il faut savoir proposer. Tu le disais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Parce que quand ils ont un besoin, parfois, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils regardent sur Internet. Et je me dis, mon Dieu, il y a tous ces CGP qui sont là, qui ont envie de rencontrer. Et en fait, l'offre et la demande, elle a ça du matche mal pas, quoi. encore à se rencontrer. Ok. Donc, heureusement qu'il y a Internet aussi maintenant qui permet de faire la mise en relation. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet. Donc, on appelait les gens et on leur posait la question. Voilà, est-ce qu'ils ont des besoins? Est-ce qu'ils ont envie de préparer leur retraite? Est-ce qu'ils ont envie de payer moins d'impôts? Est-ce qu'ils ont des soucis de transmission, etc. Il y a un oui, il y a un non. S'il y a un oui, on se rencontre. S'il y a un non, on passe au suivant. On pose des questions. J'ai une question à te poser, Hélène. Est-ce que ton enfant, l'enfant que tu étais un peu... Rebelle? Non, alors non. Avant d'être rebelle, l'enfant un peu dans des cases, avec ton père surtout. J'ai eu un peu le même. Moi, musique militaire à fond dans la voiture, tu vois. Est-ce que ça t'a quand même... Ta crise d'ado, elle est passée là maintenant. Est-ce que ça t'a, avec du recul, qu'est-ce que ça t'a amené quand même? De la rigueur, de l'organisation. De l'organisation. Je suis jamais en retard. Ouais, pareil. Ça c'est un truc. D'ailleurs, je me fais violence, mais j'ai du mal à le supporter chez les autres. Je trouve que c'est déjà la première marque de respect, c'est d'être à l'heure. On a tous des emplois du temps super chargés, pas que professionnels, mais aussi dans la vie personnelle. On n'est pas en retard, on s'organise. Et ça, c'est vraiment... voilà. L'organisation, c'est important, ça permet de faire beaucoup de choses, de les faire bien, de les faire à fond quand on est organisé. Quand on passe du temps chez un client, si on prévoit d'y passer 2 heures, faut qu'on ait les 2 heures pour écouter, pour discuter. Si on fait ça en 3 minutes, ça ne marche pas. Dès qu'on est pressé, ça ne va pas. Donc il faut vraiment, ça m'a bien appris ça. Ok. Le respect, la loyauté aussi, je pense que c'est important. Des valeurs, ouais. Voilà. Et la fidélité. Moi, je suis dans le même groupe depuis 27 ans. Donc, même si j'ai fait divers métiers, diverses sociétés au sein du même groupe, je pense que c'est aussi important dans la vie professionnelle, par rapport aux clients, par rapport aux collaborateurs qu'on a aussi managés, de ne pas partir à la moindre difficulté, parce que des difficultés, il y en a tout le temps, que ce soit sur le marché, que ce soit dans les groupes, voilà. Et je pense que la fidélité, même aujourd'hui, elle n'est pas encore assez reconnue. On explique trop, et moi on me le disait déjà en école de commerce, tous les 3 ans il faut changer d'entreprise, c'est comme ça que tu vas faire des jumps de poste, de rémunération. C'est pas vrai, je crois qu'au contraire la fidélité dans l'entreprise, dans la vie personnelle, dans les amitiés, dans le mariage, tout ce qu'on connaît, c'est des valeurs qui sont hyper importantes, et on le voit dans le métier du CGP. On voit, il y a des familles, ils ont leur CGP depuis 40-50 ans. Il y a des cabinets de CGP qui ne sont pas nécessairement repris par tous les fonds dont on parle aujourd'hui, mais qui sont aussi des transmissions familiales, qui sont transmis aux enfants et qui vont permettre de faire la continuité du conseil de la famille, où c'était le père qui conseillait à un moment donné, et maintenant c'est les enfants. Voilà, il y a beaucoup de cabinets qui fonctionnent encore comme ça, et pour les familles qui sont conseillées avec cette transmission aussi, c'est hyper important, parce qu'il y a des tas de choses qui ne s'écrivent pas. Donc en gros, toi, tu es arrivée chez l'UFF, tu avais quel âge?
21 ans. Et tu y es depuis 27 ans. 27 ans. Tu t'es jamais vue chef d'entreprise indépendante? Non. Non. Je travaille avec des indépendants aujourd'hui, des entrepreneurs au niveau du groupement. Moi, j'ai énormément de respect pour eux parce que ils font un métier fantastique. Et d'ailleurs, donc nous, notre job, c'est de les aider justement à ce qu'ils aient plus de temps avec leurs clients, en leur enlevant toutes les tâches administratives. Moi, j'ai pas cet esprit d'entrepreneur en tant que tel. J'ai plus un esprit de dirigeant, de manager, mais l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir des qualités particulières. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est marrant, j'avais ces discussions hier avec ma mère, tu vois, c'est très drôle, où elle me parlait justement de mon père qui était chef d'entreprise, tout ça. Et je lui disais, mais il y a une vraie divergence entre un dirigeant, donc un directeur général qui a des responsabilités colossales, attention, et un entrepreneur. Il y a un côté créatif, il y a un côté, je veux dire, de l'ordre de créer des choses, bâtir des choses, et parfois même d'ailleurs, c'est pas des très bons dirigeants opérationnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'étais plutôt dans l'opérationnel. Et puis peut-être aussi, tu avais besoin d'avoir une structure, de bénéficier d'un réseau. Enfin, tu l'as dit toi-même, t'es parti de rien, quoi. Encore une fois, vous êtes 2-3 à être venus me raconter votre parcours au sein de cette boîte. Et j'ai l'impression que vous vous y sentez bien. Bizarrement, je trouve que vous avez un peu le même profil. Non, mais je veux dire... d'un point de vue caractère, tu vois. Oui, donc, est-ce qu'ils sont très bons à recruter? Je sais pas. Mais en tout cas, ou alors est-ce qu'ils vous forment tous sur le même moule? Je sais pas. On n'est pas ici pour faire la promotion de ta boîte. Mais je constate que vous avez des belles valeurs, un bel état d'esprit. Donc, c'est chouette. Oui, c'est aussi porté par l'entreprise, mais c'est aussi lié au profil de recrutement que l'on fait. C'est-à-dire on cherche des personnes, des personnalités qui vont avoir certaines valeurs, parce que pour faire ce métier de CGP, il faut avoir des valeurs. Donc forcément, on va aller les rechercher. J'entends par là, mais sans rentrer dans le détail, que tu opposes un peu, que tu critiques indirectement, que tu fais un constat que c'est pas le cas partout, quoi. C'est ça ? Malheureusement, tout le monde se plaint aujourd'hui de la réglementation. Je peux me plaindre aussi, mais c'est vrai que ça a quand même permis de faire du ménage dans notre métier, dans notre profession. C'est toujours pareil, c'est bien dans le milieu de l'argent qu'il y a les voleurs, sinon... Voilà. Puis ça rassure aussi le client, en fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que il faut avoir des vraies valeurs et parfois l'argent, le milieu de l'argent, la confiance extrême qui est donnée par les clients, elle ne doit pas être mise entre toutes les mains. C'est vraiment, on le voit sur des personnes âgées ou pas forcément âgées. Enfin, il y a un niveau de confiance qui est extrême sur les CGP. Donc c'est très très important que les CGP aient des valeurs. Ça s'appelait l'éthique avant. D'accord ? Aujourd'hui, ça s'appelle la conformité. Alors ça a dû être encadré avec plein de paplards, plein de documents, plein de choses. Ok, mais en fait, c'est juste de l'éthique. Ouais, enfin, on ne fait pas du tout référence aux mêmes choses. L'éthique, ça fait référence à des valeurs. La conformité, ça fait référence à des règles. Oui, mais ça a été, tu vois... Ça a été décérébralisé, quoi, ton histoire. Exactement. Ok. Du coup, tu es généraliste depuis toujours ou est-ce que tu t'es spécialisée? Raconte-moi un peu ton quotidien. Combien tu as de mecs à gérer? Est-ce que tu es total indépendante sur tes décisions, sur tes équipes, supports que tu crées ou c'est des supports de ta boîte? Vas-y. Alors, donc aujourd'hui, moi, je travaille avec 250 CGP indépendants. Ouais. D'accord. Que tu animes, c'est un réseau que tu animes ? Voilà, c'est un réseau qu'on anime, pour lequel effectivement on choisit des produits, on propose des services, des outils avec des prix négociés. Ils sont complètement libres, puisque la devise c'est la liberté sans l'isolement. Donc effectivement, je pense qu'on est à peu près les seuls sur le sujet. Et c'est très important parce que l'indépendant, l'entrepreneur qui a décidé de créer sa boîte, c'est pas pour être salarié en fait, c'est pour être libre. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on est total respect par rapport à ça. Donc nous on est dans le service, dans l'accompagnement. J'ai 5 directeurs de région qui m'accompagnent justement pour faire l'animation vraiment en région, aller les voir, leur expliquer parce que c'est un métier qui est très complexe. Pour pouvoir bien servir le client, il faut passer du temps avec le client.
Mais on l'a dit, il y a aussi la conformité, l'administratif qui prend du temps. Il faut faire les bons choix de produits. Et quand on regarde ça, un CGP qui est tout seul, parce qu'il a vraiment envie de se consacrer à ses clients, il est complètement mangé par du temps hors client. Donc nous, on leur dit, voilà, si tu veux avoir plus de temps avec tes clients, nous, on va te rendre service sur toutes ces choses qui sont moins attraits à la gestion de patrimoine, mais on le laisse libre. C'est-à-dire qu'on lui sélectionne les produits classiques du marché, de l'assurance vie, de l'immobilier, de la pierre papier, du private equity, de la prévoyance, bien sûr. Mais s'il a envie d'en choisir ailleurs, il a tout à fait le droit. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important pour respecter. Et puis parfois, il y a des clients qui ont des demandes très spécifiques. Moi, je vais quand même rester sur des choses très généralistes. Assurance vie, qu'est-ce que tu fais alors ? Alors, de l'assurance vie, donc qui est quand même... alors, je vais même dire la première pierre du patrimoine, c'est pas l'assurance vie, c'est la prévoyance. Ok. Enfin, la première pierre qui devrait être édifiée. Parce que... Et tu vas me taper sur les doigts. Hélène, moi, ça fait seulement 3 mois que j'ai un contrat de prévoyance, alors que je bosse depuis 20 ans. Voilà. Et que tu es une petite fille. Et que j'ai des enfants et qu'en plus, je suis indépendante. Voilà. Donc ça, j'aime bien le rappeler, tu vois, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est quand même le socle. Et là-dessus, moi... Ouais, mais parce que, je vais te dire, moi, perso, j'avais ma mutuelle. Donc pour moi, ma mutuelle, j'avais ma prévoyance. Tu vois ? C'est pas du tout la même chose. Mais bien sûr. Et c'est en vous rencontrant, là, je suis en train de bien mettre à plat toute ma vie, tu vois. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. La première des choses, mais dans la tête des gens, un patrimoine, c'est pas la prévoyance. Et quand même, c'est malheureusement les risques qui peuvent arriver. Alors, soit effectivement on est indépendant, tu te casses la jambe, il y a eu le Covid, ça a remis aussi l'église au milieu du village, comme on dit, sur un certain nombre de sujets. Pour les enfants aussi, s'il se passe quoi que ce soit, il faut que ils puissent se débrouiller. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, effectivement, l'assurance vie qui doit... avant, qui n'était pas du tout connue. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne démocratisation de l'assurance vie. Oui. Je pense quand même depuis 30 ans, enfin, je veux dire, dis-moi si je me trompe. C'est une bonne boîte à outils. Voilà, c'est ça. Après, l'assurance vie qui doit représenter à peu près 30% de ton patrimoine. Voilà, tout à fait. Après, dans l'assurance vie, il y a plusieurs supports. Donc là, il faut faire très attention. Tu peux mettre un peu d'humour. Au profil de risque. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien s'exprimer avec son CGP de ce qu'on a envie, pas envie. Je veux gagner beaucoup. Oui, ça veut dire aussi que ponctuellement... tu prends beaucoup de risques. Voilà. Donc, il faut... C'est en discutant et en comprenant bien. Il n'y a pas de mauvais produits en tant que tel. Il y a des produits qui sont inadaptés aux clients. Voilà. Après, il y a l'immobilier, bien évidemment. Nous, avant, quand j'ai été formée, on parlait de la fusée à 3 étages, en fait. Parce que ce qu'on appelle aussi l'échelle de liquidité, c'est très important. On parle de la crise immobilière aujourd'hui, mais l'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile. C'est pas liquide. Donc, on ne met pas tout dans l'immobilier et c'est pas l'immobilier qu'on va vendre en urgence quand on a besoin d'argent pour... changer un lave-vaisselle. Je comprends. Voilà. Et ça, c'est des choses... En fait, la gestion de patrimoine, c'est beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens pour organiser. Voilà, j'ai besoin de mettre tant d'argent de côté si je dois me payer des vacances, si je dois changer mon chauffe-eau, etc. Et puis après, progressivement, ça va être un peu moins liquide, comme on dit, et donc un peu plus rentable souvent. Donc toi, tu lis à l'évolution de ton patrimoine à l'évolution de ton âge aussi ? C'est ça que j'entends ? Par petit à petit ? Oui, parce que quand on démarre, sauf à hériter tout de suite ou avoir des parents qui effectivement peuvent faire des donations, c'est le fruit du travail. Et au départ, normalement, quand on démarre, on gagne moins de sous. Ouais. Non, mais moi, je voyais pas ça je voyais plutôt ça du prisme de chaque âge a sa tranche d'actifs. Pas forcément lié au montant, tu vois. Non. Ok. Sur tous les âges, tu peux avoir tous les actifs. Ok. C'est la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ces sujets-là. Non, mais je te dis ça parce que je vois beaucoup d'influenceurs, parce que c'est l'évolution aussi de la profession. Vous êtes 30%, je pense, dans Passion Patrimoine, à être
un peu en effet entre 20 et 35, à énormément travailler vos réseaux sociaux, à ne plus faire partie d'un groupe et à travailler essentiellement sur des supports comme ça directs, on va dire. Dans ces 30%-là, je ne suis pas sûre que vous fassiez beaucoup d'assurance vie. C'est quand même des classes d'actifs très spécifiques. L'immobilier, bien sûr, en premier lieu, crowdfunding, SCPI, ce genre de choses. Crypto, évidemment, je n'en parle pas. Private equity, un petit peu, produits cotés. Mais moi, en tout cas, mais c'est peut-être une erreur, je remarque que cette nouvelle... cet axe, cette nouvelle orientation d'une partie de la profession fait un peu moins généraliste et se spécialise sur les classes d'actifs qui marchent, quoi. Donc du coup, c'est très fluctuant parce qu'en fait, vu un petit peu depuis les crises géopolitiques, macroéconomiques, le contexte, tout peut changer. On l'a vu cette année avec l'IMO. Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de dire... est-ce que ça évolue en fonction de l'âge ou pas ? Et en fait, c'est même pas l'âge, quoi. Non, c'est pas l'âge. Et je le redis, c'est que du bon sens. On met pas tous ses œufs dans le même panier. On met pas tout sur des cryptos aujourd'hui, ou on devait pas mettre tout sur l'immobilier. Alors les cryptos, parlons-en. T'en fais ou t'en fais pas ? Non, j'en fais pas parce que j'estime que pour faire quelque chose, il faut bien s'y connaître. Ouais. J'ai demandé une formation sur les cryptos, d'ailleurs, à mon employeur, parce que je pense que ça commence par là. Commencer par se former sur un sujet avant de pouvoir le recommander à d'autres. Après, il faut regarder aussi une certaine maturité du marché, une certaine aussi, entre guillemets, réglementation du marché pour éviter ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui sont parfois soit moins scrupuleuses, soit avec moins de connaissances, qui... Certains l'ont parfois fait aussi avec de bonne volonté, mais se rendre compte que « Ah bah mince, je me suis trompée ». Oui, c'est quand même de l'argent. En fait, j'apprécie ta franchise parce que souvent, en début d'émission, l'année dernière, quand je vous demandais si vous faisiez des cryptos, on était en même temps en winter crypto. Donc 2023 était un peu complexe. C'était pas non parce que je sais pas faire, c'était ah non, pas du tout, oh là là, jamais, trop risqué, tout ça. Et toi, tu as la franchise de dire qu'en fait, vous savez pas bien faire. Et il y en a beaucoup dans ton cas. Et voilà, et j'ai le sentiment que cette année avec le halving, cette année aussi avec les ETF qui sont sortis, notamment le dernier sur l'Ethereum, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu maintenant... comme Donald Trump, obligé, même si la référence est foireuse, non mais vous êtes un peu obligé de réviser votre copie, quoi, tu vois. Et puis en plus, vous avez aussi des attentes fortes sur ces classes d'actifs un peu exotiques qui sont en train de se normaliser, que les banques adoptent. Je vois même des banques de renom, la BNP pour ne pas la citer, qui commence à avoir maintenant des offres en crypto spécialisée, ou plutôt en blockchain. C'est un peu générationnel pour toi, non ? C'est une tendance de marché, je vais presque dire, de fond qui est en train de s'installer, donc tout le monde va devoir prendre le pas. D'accord ? Ouais. Et dans les tendances de marché, tu as toujours un tiers. Le premier tiers qui va tout de suite sans rien connaître, tout flamme avec tous les risques. Un tiers qui réfléchit, qui va après, puis un tiers qui ira jamais. Okay. Je pense que là, on est dans la réflexion du deuxième tiers, où on se dit, oui, il y a des marchés sur lesquels on ne peut pas en permanence passer à côté en disant que c'est pas bien parce qu'on ne connaît pas. Non. Formons-nous, regardons, et une fois qu'on aura fait ça, effectivement, on regardera au niveau de la gamme comment on peut le proposer. Ok. On a parlé de l'assurance vie, on a parlé des cryptos. Est-ce que tu fais du private equity ? Est-ce que tu fais des produits structurés ? Est-ce que tu fais de l'IMO, SCPI aussi ? On fait de tout au niveau du groupement. On propose de tout. Donc après, ça va être au CGP de bien regarder avec son client ce dont il a besoin. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est l'année de l'immobilier. Il faut vraiment y retourner. Il faut vraiment... on sait que le client... il a toujours peur quand le marché vient de baisser. Mais c'est bien à ce moment-là qu'il faut y aller. On sait pourquoi le marché a baissé, à cause effectivement de la hausse des taux qui a été très, très forte. Tu parles le client, lequel ? Le client final, celui qui nous écoute aussi. Ouais, non, je pensais que tu parlais aussi soit du vendeur, soit de l'acquéreur, tu vois.
En fait, des deux côtés, c'est très dommage aujourd'hui de devoir vendre de l'immobilier en urgence. On sait très bien que le marché ne... Voilà. Mais c'est bien pour ceux qui doivent acheter de l'immobilier. C'est totalement mon cas. Vous me connaissez tous. J'ai galéré à vendre ma maison. Je l'ai vendue et j'ai acheté, comme tu dis, du coup, plus en mètres carrés que j'aurais pu le faire il y a 2 ans. Donc, je suis plutôt contente. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment retourner sur le marché de l'immobilier, que ce soit pour la résidence principale ou que ce soit effectivement pour faire de l'investissement, parce qu'il y a des très bonnes affaires. Alors, effectivement, est-ce qu'on achète avec du crédit ou sans crédit ? Les taux ils ont commencé à baisser un petit peu, les taux de crédit, mais c'est toujours une bonne affaire d'acheter avec du crédit. Le crédit, même s'il est un peu plus cher aujourd'hui, il pourra se renégocier dans 1 an ou Absolument. dans 2 ans. Le CGP, il sert à ça aussi, à suivre l'évolution des taux. Et moi, je trouve que c'est dommage de reporter des actes d'achat, résidence principale ou locatif, parce qu'on se dit, ah oui, mais les taux, ils sont encore à 3-4%. Avant, c'était mieux, ils étaient à moins de 1. Oui, mais avant, c'était mieux, on ne fait jamais rien. D'accord ? Donc, il y a des vraies opportunités aujourd'hui sur l'immobilier. Les crédits sont un peu chers, c'est pas grave, on achète et après on renégocie. Moi, j'ai renégocié plein de fois mes crédits. Enfin, je veux dire, ça fait partie des actes patrimoniaux qu'il faut faire. L'immobilier, voilà, on le fait vivre ça aussi. Bouge. Les assurances emprunteurs avec, donc ça, aujourd'hui, la réglementation le permet bien. D'ailleurs, j'incite tout le monde à regarder ces assurances. Mine de rien, sur des anciens crédits qui effectivement avaient des taux très très bas, c'était côté assurance que ça coûtait quand même très très cher. Et ça, c'est un tout petit travail à faire, mais qui fait gagner quand même beaucoup d'argent. Est-ce que tu as vu, il nous reste 10 minutes Hélène pour parler du secteur, du marché et de ton actu. Est-ce que tu as vu au long de ces 25 ans de carrière à peu près les choses drastiquement. Alors, on a parlé de la démat, on a parlé de l'aspect MIF, de tous ces aspects un peu lourdeur administrative, mais qui pour toi, au final, est une chance un peu de mettre à plat le métier et de lui redonner une belle image. Je pense que c'est le cas. À vous écouter quand même plusieurs fois maintenant, on a le sentiment que les clients ont retrouvé confiance ou ont confiance tout court. Mais en termes d'approche, de profil, est-ce que tu as vu le CGP évoluer ? Alors moi, c'est compliqué pour moi tu vois, même de t'indiquer des pistes de réponse, même si tu sais très bien ce que tu vas répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je vous connais vraiment, vraiment, vraiment depuis 2 ans. Tu vois. Mais du coup, toi, en quoi les CGP ont le plus évolué ? Et en quoi tu trouves qu'il y a encore du taf, quoi ? Moi, ils ont évolué sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'effectivement, ils ont une palette de produits beaucoup plus large aujourd'hui. Avant, c'était focus que assurance vie. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus large. Donc, du coup, pour le conseil client, c'est bien meilleur, puisque ça permet de mieux diversifier. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout monoproduits. C'est très large. Ils ont évolué sur la digitalisation, parce qu'aussi, les CGP sont plus jeunes, notamment les CGP indépendants. Et ça, c'est aussi important parce que le digital, ça évite de perdre du temps, quoi. Moi, je me souviens d'être sortie à minuit de rendez-vous parce qu'il y avait une tonne de papelards à signer. Mais l'enfer, quoi. Insupportable. L'enfer, ouais. Pour le client, pour nous. Enfin, c'était horrible. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on se met d'accord, on envoie tout ça en signature électronique, c'est facile. Les gens peuvent prendre le temps tranquillement de revoir les choses avant de signer, de reposer éventuellement des questions. Faire des visios aussi, en plus des rendez-vous physiques. Bien évidemment, le rendez-vous physique pour raconter sa vie, c'est 1000 fois mieux. Mais de temps en temps, pour des petites questions, voilà. Donc, ils se sont bien faits aux outils digitaux aussi. Okay. Moi, je vois beaucoup d'évolution là-dessus. Après, ce que je trouve encore très dommage dans notre métier, c'est qu'il n'y a toujours pas de femmes, quoi. Ah ouais. C'est quand même... Il n'y en avait pas il y a 30 ans. Et tu saurais dire pourquoi ? On n'oblige pas les quotas. Alors, c'est très con, parce que moi, je suis anti-quota sur le sujet. Mais là, je sens que t'aimerais bien qu'il y en ait, quoi. Ah oui, j'ai fait intervenir Virginie Guillot, qui est leader de la Patrouille de France, qui était la seule femme, d'ailleurs, leader de la Patrouille de France. Conférencière extraordinaire. Et on en discutait, et elle dit, en fait, après moi, je pensais avoir ouvert la voie et qu'il y en aurait d'autres. Il n'y en a pas. Ouais, mais est-ce que c'est forcément la faute du métier, ou est-ce que c'est juste que c'est un métier qui n'attire pas les femmes ?
Mais les femmes, sur le métier de la gestion de patrimoine, elles sont fantastiques. Mm. Elles ont des compétences, des capacités dans l'écoute. On parlait de l'écoute, de l'organisation. Excusez-moi, messieurs. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà. Je pense qu'elles se mettent pour le métier de CGP, comme pour d'autres métiers d'ailleurs, comme les métiers de dirigeants, etc., elles se mettent des barrières. On est encore dans un monde où le fait de se dire je vais avoir des enfants, ça va m'empêcher de, etc. Mais mon Dieu, faut s'enlever toutes ces barrières-là. Donc là, tu fais un appel aux femmes. Là. Alors moi, je peux pas totalement te rejoindre là-dessus parce que j'ai eu de nombreuses femmes au micro et parfois même très jeunes qui ont complètement pris le pli de lancer leur boîte, même from scratch, avec zéro réseau, zéro écosystème, et qui cartonnent, qui ont été sur des secteurs très spécifiques, beaucoup d'IMO, je dois dire, et qui sont aujourd'hui des vraies figures emblématiques avec une identité très forte, très marquée. Je pense à Alison Jingling, je pense à Svedj Dahan aussi, Salomé, que j'adore, Maëlle Karavaka, bien sûr, donc des personnalités, Stella Masson aussi, des personnalités hors pair. Aurélie Flatch, enfin voilà, j'ai vraiment des personnes assez incroyables d'ailleurs qui m'ont aussi scotché sur leur background. Elles sont souvent issues il y en a, Aurélie était trader, donc tu vois, avec un parcours assez incroyable, un caractère à toute épreuve quand même, tu sens que c'est bien trempé. Alors là où je te rejoins, c'est que elles ont été souvent victimes du bashing genre femmes finance, ça peut pas aller ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, la caricature de la nana, ça peut pas faire du fric. Mais on oublie que dans tous les foyers du monde et depuis toujours, de nos générations à nos grands-mères, c'est surtout les grands-mères qui gardaient le portefeuille, quoi. Enfin, le porte-monnaie. On va pas vexer le reste de la population. Les femmes sont excellentes. Ouais. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est que 20% des CGP. Et ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Est-ce que les politiques aussi, peut-être, ont un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce que l'Europe aussi a un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce qu'on connaît les stats aussi de cette fameuse pourcentage broad ? Enfin, je sais pas, tu vois. Alors déjà, tu as l'éducation financière à l'école qui devrait être faite aujourd'hui. Bon, on va voir ce qu'on va nous annoncer. Voilà, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les programmes scolaires. Je pense au tri notamment. Voilà, aujourd'hui, tu as des tas de cours de civisme, de tri des déchets, etc., pour faire prendre conscience sur la partie écologique, etc. Mais sur, effectivement, donner des cours de budget, déjà, dans les écoles, dans les écoles, même collège, lycée. Il n'y a rien du tout. Alors, j'écoutais aussi, je réécoutais un podcast en post-prod d'un jeune homme que j'ai reçu qui s'appelle Jonathan Anglove, qui a une histoire familiale très importante. Il a été élevé en foyer. La phrase que j'ai notée justement, c'était en fait à l'école, on nous apprend pas à devenir des chefs d'entreprise, on nous apprend juste à devenir des salariés. Et ça m'a frappée parce que même moi, ayant parcours master et avant un BTS, je me suis dit, en effet, c'est vrai, on m'a appris à faire une étude de cas avec une étude de marché, mais on m'a jamais appris à devenir chef d'entreprise, quoi. Donc l'école a un rôle à jouer très important dans l'évolution et dans l'accessibilité de certains postes ou de certains métiers aux femmes. Je pense qu'il y a, je comprends. Il y a un sujet. Hélène, il nous reste 3 minutes. Je voudrais que tu répondes à mes 2 nouvelles questions. Là, je suis en train de les baptiser. T'es ma deuxième nana, tiens d'ailleurs. Pourquoi tu as voulu être là aujourd'hui dans Passion Patte ? Pourquoi tu as accepté mon invitation ? Et rapidement, ton actu. Alors, pourquoi j'ai accepté ton invitation ? Parce que j'ai écouté des podcasts que tu as faits et j'ai trouvé que tu donnais un autre éclairage, en fait, beaucoup plus passion. Je trouve que le nom est très bien choisi. Et voilà. Et en fait, on fait ce métier par passion. Donc, je trouve que l'éclairage que tu donnes à ton émission est excellent et assez unique. Donc, voilà. Merci. Deuxième ton actu. L'actu, écoute, CGP Entrepreneur, aujourd'hui, c'est presque 300 millions de collectes sur l'année 2024. On va faire un super event, notre congrès avec les adhérents à Antibes en octobre. Ok.
Donc voilà, on est très content des services qu'on rend aux adhérents. On reste sur notre devise qui est la liberté sans l'isolement. Et moi, je suis contente que ce qu'on fasse aujourd'hui, ça arrive jusqu'au client final, en permettant au CGP de se dégager du temps, en aidant les nouveaux entrepreneurs qui parfois étaient salariés, qui ne savent pas comment faire, qui nous rejoignent parce qu'ils veulent devenir chefs d'entreprise. Donc on les accompagne là-dessus. Ben voilà, je pense qu'on met aussi notre petite pierre à l'édifice, à la création de ce métier et au fait de démocratiser, je vais dire, la gestion de patrimoine. Merci Hélène d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Patrimoine. Hélène Lamont, si on veut te contacter, LinkedIn. Tout à fait. Chez UFF. Et puis, t'as pas d'Insta, toi? Non. Non, pas encore. Non, pas encore. Merci en tout cas pour ce moment, c'était vraiment sympa. Si vous avez aimé l'épisode d'Hélène, partagez-le, likez et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous d'écouter de plus en plus nombreux Passion Pat. Je vous dis à très vite. Salut!